Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo en direct live de Jakarta où je suis en escale avant d'aller à Bali. Donc je vais faire une petite vidéo, en fait là c'est plutôt sur le thème de la finance personnelle, en fait pour rebondir à un article que je viens de lire ce matin, notamment du Figaro, qui soulignait que en fait voilà, en France il y avait pas mal de gens qui étaient surendettés alors qu'ils avaient des situations plutôt on va dire convenables en termes d'emploi, etc. Et je vais également en profiter pour filmer la ville parce que voilà, Jakarta, souvent il y a des gens, notamment à Hong Kong, etc. Ils dénigrent un peu les villes d'Asie du Sud-Est, mais voilà, cette ville est très développée, notamment par rapport à son centre qui n'a rien à envier, notamment aux grandes villes type voilà, New York, etc. Et puis même à Paris, par exemple, à La Défense, on n'a pas un centre-ville qui est aussi développé de ça. Donc là en fait on est dans le SCBD. Donc SCBD c'est quoi? C'est Sundiram Central Business District. Donc voilà, très développé, trottoir de qualité. On a des voitures type Hummer, limousine. Ah là je crois qu'on a un convoi officiel. Voilà, en direct, convoi sécurisé. Voilà, c'est du lourd. C'est du lourd, on a un Hummer ici. Voilà, petit palmier et gratte-ciel. Donc je vais me balader notamment au niveau de la ville là, et puis on va découvrir ça ensemble. Donc pour revenir au sujet principal de cette vidéo, donc article du Figaro, j'essaierai une fois que je serai devant l'ordinateur de lire l'article avec toi parce que c'est un article voilà, disponible aux abonnés. Donc que dit cet article? En fait, il prend en exemple deux profils. Donc deux profils. Alors dans cette vidéo, on va pas parler des gens qui sont endettés, qui ont eu voilà, un problème, on va dire un parcours de vie, c'est-à-dire santé, divorce, perte d'un proche, etc. Ça, on va dire, c'est une situation qui est, on va dire, différente. Là, en fait, les deux profils qu'on a au niveau de cet article, ce sont des profils qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que grosso modo, on a des personnes qui finalement en fait ont été à un parcours de leur vie où ils ont touché voilà, des rémunérations qui sont, on va dire, correctes. Donc premier profil, on a une personne qui s'appelle Anna. Donc elle en fait au départ elle avait, on va dire, une situation bon au départ en fait voilà, elle avait un job, elle touchait je crois de mémoire le SMIC. Bon, je peux oublier des informations que je rajouterai ensuite. Donc elle touchait le SMIC et puis alors cette personne elle a 2 enfants, je ne sais pas si elle est divorcée, mais voilà, 2 enfants, elle touchait le SMIC et d'un coup en fait elle a fait une reconversion professionnelle et elle s'est redirigée dans la partie HR, donc RH, ressources humaines, et à un moment donné en fait elle a commencé à toucher des revenus voilà, plutôt corrects, c'est-à-dire 4 000 euros. Je crois que le SMIC en France ça doit être quoi, entre 1005 et 1700. Alors désolé si je suis complètement décalé par rapport au SMIC horaire, SMIC mensuel en France, mais je crois qu'on est voilà, grosso modo, allez, maximum, je vais arrondir ça grossièrement à 2000 euros. Et donc cette personne en fait elle touchait donc 4000 euros on va dire à un moment donné, et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a commencé à investir dans des passifs, on va dire, dans des passifs, dans des choses finalement qui ont soit perdu en valeur ou qui n'ont pas généré entre guillemets de valeur ajoutée par rapport au taux d'emprunt qu'elle a pris. Donc je vais rentrer dans le détail. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Donc première chose, elle a donc 4000 euros, 2 enfants, elle a acheté un premier appartement qu'elle a fait, donc premier appartement à crédit, qu'elle a fait donc rénover avec un crédit à la consommation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'appartement qu'elle a acheté, c'était probablement, alors je n'ai pas dans le détail, hein, d'ailleurs j'essaierai de la contacter, voir si ce que je dis est correct, mais grosso modo ce qu'elle a fait, c'est que le premier appartement qu'elle a acheté, potentiellement c'était un appartement pour y vivre, et en fait elle a fait un crédit sur cet appartement, et au-delà de ce crédit, elle a pris un crédit à la consommation pour rénover cet appartement. Alors moi par exemple, ce que j'aurais fait, sachant que j'ai déjà fait un crédit et
un crédit à la consommation pour faire des travaux dans un appartement, en fait, la première erreur qu'elle a faite, c'est que elle a pris donc un crédit à la consommation. En général, les taux de crédit consommation sont quand même assez conséquents. Or, exception, je donne un exemple, en période Covid, moi j'avais fait un crédit à la consommation où le taux est inférieur au taux d'un crédit normal aujourd'hui. Donc voilà, ça faut l'analyser. Je pense qu'elle n'avait pas fait d'analyse par rapport à ça. Donc ce qu'elle a fait, c'est quoi? Donc premier appartement acheté à crédit donc pour y vivre. Donc en gros, quand tu vis dans un appartement, tu n'as pas de revenus locatifs. Donc en gros, j'ai envie de dire c'est un passif quoi. Après bon, il y a toujours le débat résidence secondaire, passif ou pas. Mais voilà, là dans son cas, on va dire que c'est un passif, que c'était un passif. Et au-delà de ça, elle a pris un crédit à la consommation pour rénover cet appartement. Donc grosso modo double crédit bancaire alors qu'elle n'a pas de revenus liés à cet appartement. Donc grosso modo double passif. Donc à la fin du mois, en fait elle doit rembourser ces deux crédits alors qu'elle n'a aucune rentrée d'argent hors salaire. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que voilà, Anna, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris en fait un autre crédit à la consommation en plus pour acheter un véhicule. Donc le véhicule, alors je ne sais pas s'il est d'occasion ou pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule qui sort de la concession, donc tout neuf, voilà, sort de l'usine. L'usine passe à la concession donc pour vendre le véhicule, il perd déjà 30% de sa valeur. Donc là en fait elle va payer un crédit à la consommation pour acheter un véhicule qui perd en valeur, donc grosso modo tous les jours. Donc c'est encore une fois un passif. Donc 3 crédits, donc appartement, crédit à la consommation. Just a second. Hein? I do a vlog. Gak bisa. No, cannot? You speak English? Gak bisa English. Yes. Can I film this one? Gak bisa. No? No. Ah, okay. Only here, okay? Here, there? Bon les amis, je filme comme ça parce qu'apparemment j'avais pas le droit de filmer. Je me suis fait interpeller par la police de Jakarta. Apparemment on n'a pas le droit de filmer ce quartier ultra développé. Donc je vais être discret par rapport à... donc en fait je vais me filmer moi parce qu'ils n'aiment pas que je filme voilà, la partie business center. Ok, donc on va continuer comme ça. C'est vrai que les gens sont mal à l'aise au niveau de tout ce qui est capture vidéo externe. Bon bref, je vais continuer par rapport à ce que je disais. Donc cette personne, donc en l'occurrence Anna, donc investissement immobilier, donc premier appartement, elle vivait dedans. Ensuite elle prend un crédit à la consommation pour alors je crois qu'il y a un événement là parce qu'il y a plein de voitures officielles, motos de police, etc. Donc il y a peut-être voilà, il y a peut-être un truc, il y a moyen qu'il y ait le président indonésien dans le secteur, donc niveau sécurité extrême. D'ailleurs il y a plein de gens avec des chiens, etc. Donc c'est tout à fait normal que on m'ait interpellé par rapport à ça, sachant que voilà, j'arrive dans une zone où il y a des contrôles chiens partout, donc je sais pas ce qui se passe. Voilà, voiture officielle, etc. J'espère juste que je vais pas me faire kidnapper pour X raisons. Bref, on continue. Donc Anna, crédit immobilier, donc elle vit dans le bien immobilier, rénovation à crédit, donc elle paye 2 crédits immobiliers. Ensuite, donc un crédit immobilier, un crédit à la conso, et en plus de ça, elle reprend un crédit à la consommation pour payer un véhicule. Donc voilà, c'est en termes d'optimisation. Là en fait, elle enchaîne des investissements passifs après passif, donc voilà, pas top du tout. Donc Anna, voilà, je pense que retour d'expérience c'est pas top, et en fait elle s'est rendue compte que en fonction de tout ce que des investissements qu'elle avait commencé à faire, en fait elle s'est rendue compte qu'elle était à découvert assez rapidement et qu'elle était sous pression financière. Pourquoi? C'est normal parce que je pense qu'elle avait des appels de remboursement de crédit en début de mois, et voilà, tout partait dans le remboursement de crédit, il lui restait plus d'argent pour faire des courses. Donc voilà, moi par rapport à ça, je vais rentrer plus dans le détail pour
donner, on va dire, le détail de l'article plus tard. Et alors là, je check parce qu'on me regarde un peu. Hein? Ok, vas-y, je... Ah, just film me. Ok. Bon, apparemment, je peux plus. This one? Pakai bahasa Inggris dulu. Hello, English? Yes. Do you speak English? Pakai bahasa Jawa kan Bapak ni? You speak English? Can I film just? Thank you. Okay, just take video. Just say because I finish like this. Wait. No. You, me. No kamera no. No, Kamera, okay. No problem. Thank you. Ok, no problem. Ok. Bon, je continue comme ça. Donc du coup, je pouvais plus filmer. Donc, et je mettrai une autre vidéo de. This one, ok. Bon, je mettrai une autre vidéo. Bon, du coup, je me filme comme ça. Apparemment, il était interdit de filmer avec un appareil professionnel. Alors, je sais pas pourquoi, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Et notamment au Four Seasons où je suis, il n'était pas possible de filmer avec un appareil type caméra. Alors, ce qu'il faut savoir pour le détail, c'est que j'avais acheté un appareil pour les 100 abonnés de la chaîne. Donc merci en tout cas encore une fois pour tous les abonnés de cette chaîne. Donc j'avais acheté un appareil voilà, pour améliorer la qualité vidéo. Bref, bon, je reviens sur le parcours de Anna. Donc double crédit à la consommation, crédit, alors elle commence par un appartement. Alors désolé si je suis un peu répétitif, mais voilà, je me fais suivre là, donc c'est un peu chaud. Donc, premier crédit, appartement. Ensuite, crédit à la consommation pour rénover l'appartement. Et ensuite, elle achète un véhicule où elle prend un crédit à la consommation. Donc, ce qui lui arrive, c'est qu'en plus de ça, elle a 2 enfants. Donc, forcément, il faut payer des charges, etc. Probablement des activités extrascolaires, etc. Donc, ce qui lui arrive, c'est qu'en début de mois, elle est complètement sous l'eau, quoi, et elle ne peut plus rembourser ses dettes. Donc, elle est en pression financière et du coup, pour subvenir aux besoins, faire les courses, etc. Bref, c'est compliqué. Donc, elle a dû optimiser ses finances, voir où est-ce qu'elle allait son argent, comment optimiser ça, etc. Et ce qui est bien, c'est que grâce à cette situation stressante, elle a pu s'améliorer, s'adapter, et puis maintenant en fait elle fait du coaching au niveau budget, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs j'essaierai de la contacter pour essayer de discuter avec elle, voilà comment est-ce qu'elle a pu passer d'une situation compliquée à une situation où elle donne des cours et d'ailleurs du coaching. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la gestion en fait d'un compte bancaire, comment gérer un compte bancaire, où je mettrai en fait le lien de cette vidéo à la fin de cette vidéo. Et en fait cette vidéo est pépite et je parle notamment d'une partie qui est très intéressante, notamment en fait où je fais un lien à la bourse. C'est que en fait souvent à la bourse, quand on achète des actions, on a envie, souvent les gens disent ouais je veux battre le marché. Donc en fait ils cherchent un alpha, donc c'est ce qu'ils appellent l'alpha pour battre l'indice du marché. Et en fait quand on fait un crédit, l'idée c'est de générer un alpha pour battre en fait le pourcentage du crédit. Je donne un exemple, je prends un crédit à la consommation avec 2% d'intérêt. Quel est l'objectif? L'objectif c'est de trouver un alpha, donc un actif qui va me générer minimum 2,5%, 3%, 4%, bref, un taux supérieur au taux bancaire pour justement être en situation de positive en fait, en situation où on va créer de la richesse et non pas où on va consommer de l'argent dans un crédit qu'on va perdre. Donc ça c'est la première partie, en gros, voilà, achat immobilier, voiture, elle paye, elle dépense grosso modo de l'argent dans son crédit et du coup elle est submergée en fait par rapport à cette situation, et sachant qu'elle a un salaire voilà, plutôt ok de 4 000 €. Et ensuite on a une autre partie, un autre profil intéressant aussi,
Donc c'est un profil type libéral. Donc libéral, c'est quoi? Je crois que cette personne s'appelle, alors de mémoire, je crois que c'est Romain. Alors il faudrait que je regarde l'article, mais si j'ai une bonne mémoire que j'ai lu ce matin, la personne s'appelle Romain. Alors je crois que le nom a été modifié dans l'article, mais je vais regarder ça un peu plus en détail. Et que se passe-t-il avec Romain? Donc Romain, il est avocat, donc il a des gros revenus. Mais ce qu'il faut savoir en France, c'est que tout ce qui est avocat, voilà, profil avocat, on a ça aussi dans tout ce qui est profil notaire. En fait, souvent les gens, de par la profession qu'ils ont, fiscalistes aussi un peu, souvent de par le fait de la profession qu'ils ont, en fait, ils vont investir dans des montres, dans du Rolex, dans des gros bureaux, dans des gros costumes, etc. En fait, tout simplement pour essayer de séduire leur clientèle, et en fait, ils vont penser que le fait d'avoir une grosse montre ou un gros costume griffé va leur permettre d'avoir plus de clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, quand je prends des avocats, moi personnellement, que l'avocat se ramène en débardeur mais qu'il ait la capacité de me faire gagner en justice, moi c'est ce qui m'intéresse. Je m'en fiche de savoir comment il est habillé ou est-ce qu'il a une grosse montre. Donc pour moi, un avocat qui a une montre Audemars Piguet ou une flic-flac, tant qu'il est capable de faire le boulot et qu'il est capable de grosso modo répondre aux besoins dont j'ai besoin, quoi, et ce pourquoi en fait je le recrute, donc ça c'est SCBD, moi je m'en fiche. Donc en gros c'est quoi Romain, ce qu'il fait c'est quoi? C'est que I just feel myself. Ah ouais, il était prêt à sortir le chien là. Et du coup, donc là je suis dans un quartier ultra sécurisé, ça rigole pas. Donc Romain, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a acheté des costumes, des montres, forcément il a acheté donc un gros, alors il n'a pas acheté, il a loué des bureaux probablement dans le centre de Paris ou dans le triangle d'or de Paris, genre Champs-Élysées, etc. Et en fait, pour répondre à un standing, on va dire, lié à son cercle professionnel, il a payé, investi dans des choses en fait qui ne servaient à rien et qui ont fait qu'à la fin du mois, il était complètement ruiné et séché. Et en gros, en fait, il a investi dans du passif, alors que derrière, les revenus au niveau de son temps ne lui permettaient pas forcément de couvrir toutes ses dépenses. Et du coup, il a fini complètement ruiné. Après, j'ai pas le détail de savoir est-ce qu'il a su répondre je veux dire, améliorer sa situation, etc. Mais voilà, en rentrant là, je prendrai le temps de lire l'article, sachant que l'article mentionne qu'en France, je crois, par an, alors il faudrait que je regarde, il y a 121 000 cas de surendettement en Banque de France. Donc voilà, alors je ne sais plus si c'est annuel, je vais regarder. Mais grosso modo, la morale, alors pas la morale, mais la leçon à avoir, c'est quoi? C'est que peu importe la situation qu'il faut toujours vivre en dessous de ses moyens et investir dans des actifs qui vont permettre toujours de en fait, rapporter de l'argent. Donc immobilier quand on ne vit pas dedans et qu'on loue, des actifs ça peut être quoi? Des actions, des ETF, etc. Bref, des choses qui vont prendre de la valeur et qui ne vont pas perdre de la valeur. Donc un exemple, donc quand la personne a acheté une voiture à crédit, donc crédit conso avec un gros taux d'effort quand même, et dans un produit en fait qui perd en valeur, pour moi c'est double perte. Et du coup, bah voilà, la leçon c'est toujours d'investir dans des actifs, et bien entendu une chose très très importante, c'est toujours avoir une épargne de secours de côté, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation où on perd un emploi ou encore une fois on a un problème, donc là par exemple un problème financier, d'urgence, il faut se soigner, il faut faire des grosses dépenses. En plus souvent à l'étranger quand on se soigne, bah, les coûts sont quand même très élevés, donc c'est pour ça qu'il faut faire du sport assez régulièrement pour se maintenir en forme et éviter d'avoir une dépense liée à la santé qui peuvent vite exploser, notamment aux États-Unis, notamment au Canada. Bon, Hong Kong on est plutôt ok, mais voilà, il y a des pays où ça coûte très très cher de se faire soigner, donc il faut toujours prendre des mesures pour éviter ce genre de choses. Donc investir dans des actifs et surtout vivre en dessous de ses moyens, parce que là ce qu'on observe avec ces deux profils, que ce soit Anne, mère de 2 enfants, ou Romain, avocat, c'est des gens en fait qui ont toujours essayé de vivre au-dessus de ses moyens, de leurs moyens j'ai envie de dire, et sachant que je pense que Anna au départ elle n'était pas formée financièrement et qu'elle investissait en fait dans des choses voilà, pas très optimisées,
J'essaierai de la contacter, voir si je peux discuter avec elle, mais je pense qu'elle n'a pas investi dans des choses optimisées et que grosso modo, à force d'investir dans des choses, dans des investissements type passif, on fait que ça l'a mis en difficulté et qu'elle était entre guillemets ruinée en début de mois sans avoir la capacité après d'investir dans des sorties pour les enfants, etc. Maintenant, voilà, même en France, il y a des familles qui peuvent malheureusement pas se payer un Disneyland parce que voilà, aller à Disney, maintenant les prix sont élevés, partir en hôtel, etc. pour les enfants, c'est quand même cher. Donc voilà, il faut avoir quand même une épargne de secours pour permettre de faire face aux crises. Et c'est très important. Donc voilà pour cette vidéo. Alors là, je me fais checker. Donc je vais en arrêter là et je vais switcher lorsque je rentrerai à l'hôtel. Parce que là, j'avais une petite course à faire justement avant de partir sur Bali. Je lirai l'article, donc normalement réservé aux abonnés, et puis on va le lire ensemble pour voir si j'ai oublié des éléments. Donc voilà, toujours investir dans des actifs, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est très important parce que voilà, des fois il y en a qui flambent, mais à la fin, dès qu'il y a des problèmes, en fait ce sont les premiers qui sont impactés. Et je crois que c'est Warren Buffett qui disait on voit ceux qui se baignent nus lorsqu'il y a grosso modo un tsunami quoi, ou une marée basse. Je crois qu'il disait ça. Et donc en gros les gens flambent quand c'est marée haute, mais quand c'est marée basse et que c'est compliqué, c'est là qu'on voit les gens sans maillot de bain. Donc c'est le dicton de ce qu'avait dit Warren Buffett à l'époque. Et donc voilà, toujours investir dans les actifs, toujours avoir un fonds de sécurité pour faire face aux crises et toujours vivre en dessous de ses moyens pour justement investir dans des actifs et avoir une épargne de précaution, donc actifs de type liquide bien entendu. Donc là je vais arrêter de filmer parce qu'il y a pas mal de gens et j'espère qu'on ne va pas me tirer au fusil à pompe dessus. Et je te donne rendez-vous dans l'autre partie de la vidéo, on va lire l'article tous ensemble. Bon les amis, nouvelle partie de la vidéo, on va dire continuité de la vidéo précédente. Alors ce qu'il faut savoir, donc là on est à la piscine, je suis à l'hôtel, au moins ici personne ne m'embêtera. Bon non, en mode 5 étoiles j'ai envie de dire, donc c'est normal. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, petite parenthèse par rapport à ça, c'est que durant la première partie de cette vidéo, je me suis fait interpeller, il me semble 3 fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai arrêté la première partie de la vidéo, alors il y a une personne qui est passée, donc 2 personnes, donc 2 chiens avec un pseudo militaire en mode SWAT, donc casque, cagoule, etc. Donc ça commençait à chauffer et ce qu'il faut savoir, c'est que le driver a confirmé qu'il y avait un événement aujourd'hui et que le président allait intervenir pour faire un speech. Donc périmètre bouclé, périmètre ultra sécurisé et j'ai envie de dire, je suis parti au bon moment. Donc là, je partage mon écran et je partage donc l'écran pour justement te partager l'article en question. Donc comme promis, donc on va l'analyser ensemble. Bon, allez, c'est parti. Donc en l'occurrence, article du Figaro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit grosso modo, hello, how are you? Ok, great, thanks man. Ok, nice. Bon, moi j'ai de l'eau fraîche. Bon, donc l'article s'intitule « Plus on gagne d'argent, plus on en dépense quand les Français aisés se retrouvent dans le rouge ». Donc c'est un article qui est sorti le 20 octobre, je l'ai lu récemment. Et du coup c'est une enquête, donc les surendettés ou non, de nombreux foyers multiplient les découverts fragilisés par la somme de leurs dépenses et de leurs créances, y compris quand ils jouissent d'un revenu confortable. Donc c'est les 2 exemples que j'avais donnés. Donc Anne qui gagnait plus de 4 000 € par mois et alors à voir, mais je crois que c'est Romain qui est avocat et je pense qu'il y avait des gros revenus. Donc ce sont des histoires qui hantent les conversations de famille, des dossiers qui s'entassent sur les bureaux de la Banque de France. Les Français qui vivent au-dessus de leurs moyens à grand renfort d'endettement sont plus nombreux qu'on ne le croit. En 2023, l'Institut financier a reçu 121 617 dossiers, donc c'était annuel en 2023. S'il s'agit le plus souvent de célibataires, sans emploi, les personnes vulnérables et victimes d'accidents de la vie, donc divorce, décès d'un proche, perte d'un emploi, maladie, toutes catégories sociales confondues, sont légion parmi les surendettés. Car se retrouver dans le rouge
n'est pas l'apanage des seuls foyers modestes. Sans aller jusqu'au surendettement, beaucoup de Français vivent avec une épée de Damoclès, celle du remboursement de leurs dettes. C'était le cas d'Anna qui se croyait à l'abri de telles déconvenues avant que la réalité financière ne finisse par la rattraper. Donc elle est passée du SMIC à 4 000 €, elle s'est crue riche pendant un moment, etc. Et du coup, elle a fait des folies en investissant dans des choses qui n'étaient pas optimisées et en l'occurrence dans des passifs au lieu d'investir dans des actifs. Donc son ressenti c'est quoi? Donc elle le dit elle-même, j'avais l'impression d'être riche. Donc j'ai toujours eu un salaire modeste, proche du SMIC. Paradoxalement, c'est quand mes revenus ont plus que doublé que les ennuis ont commencé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, elle n'était pas éduquée financièrement. Donc je te donne un exemple. T'es pas éduqué financièrement, demain tu deviens milliardaire en loto, en fait les soucis vont commencer parce que tu vas contracter plus de crédit et grosso modo tu vas faire n'importe quoi et tu vas finir encore plus endetté qu'avant. Donc en fait c'est pour ça qu'elle dit que les ennuis ont commencé au moment où ses revenus ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'elle a contracté en fait plus de crédit et elle est partie dans du passif. Donc en quelques mois son niveau de vie, alors en fait comment elle s'est reconvertie? Donc après une reconversion réussie, la mère de 2 enfants décroche un poste de cadre dans un grand groupe au service des ressources humaines. Donc en quelques mois, son niveau de vie change radicalement. Je gagnais presque 4 000 €. J'avais l'impression d'être riche pour la première fois de ma vie, explique-t-elle. Je me disais que désormais, je n'avais plus besoin de faire attention puisque chaque année, mon salaire allait progresser. Donc ça, c'est une erreur de penser ça. Ce nouvel état d'esprit l'incite à multiplier les dépenses. Anna achète un appartement grâce à un prêt immobilier. Elle y réalise des travaux financés par un prêt à la consommation. Elle change également de voiture à l'aide d'un autre prêt à la consommation. Dans le même temps, elle va jusqu'à souscrire un autre prêt pour investir dans la pierre en se rendant propriétaire d'un petit appartement. Au total, la mère célibataire cumule une demi-dizaine de crédits immobiliers. Donc c'est quand même énorme et je pense qu'effectivement dans l'immobilier, elle ne s'était pas formée non plus. Cet empilement de prêts est périlleux, mais à aucun moment ses conseillers bancaires ne l'alertent sur le risque de perdre pied. Pendant longtemps, Anna se retrouve systématiquement à découvert le 15 du mois, malgré un salaire a priori confortable. Donc, entre guillemets, ma carte ne passait plus à la pompe dès la moitié du mois. Et pour cause, j'accumulais alors, sans le savoir, environ 1 900 € de remboursement de créances par mois. Je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était 100 € par-ci, 200 € par-là, des brouettes. Mais en additionnant le tout, la part des charges fixes dans mon budget avoisinait les 2 700 € par mois. Il me restait moins de 1 000 € pour toutes les autres dépenses. Environ 300 € partaient chaque mois dans le carburant. Alors j'ai envie de dire déjà, pourquoi est-ce qu'elle a acheté un véhicule? Est-ce qu'elle était loin de son travail ou pas? Et surtout, véhicule dit assurance, entretien, maintenance, carburant, tout ça, est-ce qu'elle n'a pas pu optimiser d'une manière ou d'une autre? Ce qui me laissait tout juste 500 € pour faire les courses. Malgré cela, elle parvient à payer ses agios jusqu'au jour où l'un de ses enfants quitte le domicile familial pour faire ses études. Le financement des études, couplé à la taxe foncière, ça a été le choc. Ce mois-là, le découvert est tombé le 5 du mois. Donc ce qui est quand même assez chaud, c'est-à-dire tu as ton salaire peut-être le 30 et au bout de 5 du mois suivant, soit 5 jours après, tu es déjà à découvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, elle a investi dans des broutilles, quoi. Assurer un certain standing. Sans mari ni proche susceptible de l'aider en France, la mère de famille a décidé d'aller chercher des conseils sur Internet. Donc voilà, c'était une information que je n'avais pas forcément pris en compte, mais donc ça c'est confirmé. Donc à l'époque, c'était une personne divorcée, donc mère isolée, on va dire. Donc la mère de famille a décidé d'aller chercher des conseils sur Internet, le plus souvent auprès d'internautes américains. Pays où les cas de surendettement sont monnaie courante. Bon, en France, là, il y a quand même, en 2023, 121 000. Après, c'est vrai qu'en termes de population États-Unis, France, c'est vrai que les États-Unis, on peut comparer plutôt ça à l'Europe, en fait. En les imitant, j'ai passé au crible mes dépenses, j'ai appliqué mes méthodes visant à accélérer le remboursement des crédits. Donc ça, c'est très important. La stratégie, c'est de réduire ses dépenses, limite de réduire son niveau de vie, de manger, on va dire, moins qualitatif, etc. Le temps de payer tous ces crédits, de limite solder tout ce qui coûte cher, donc voiture, appartement, etc. Voilà, tous les passifs, on vire et on rembourse donc toutes les dettes et après on optimise en repartant sur de l'actif
de manière, j'ai envie de dire, doucement au départ et après agressivement. Donc voilà, après ce qui est intéressant, désormais la tête hors de l'eau, Anna prodige ses conseils sur Instagram ainsi qu'à ceux qui viennent la consulter pour solutionner une impasse budgétaire. Parmi mes clients, donc c'est elle, il y a énormément de gens qui gagnent très bien leur vie, donc 180 000 € à l'année par exemple, mais qui n'arrivent pas à régler leurs courses. Si je devais établir un portrait robot, ce sont souvent des personnes exerçant des professions libérales qui sont âgées de 40 à 55 ans, c'est-à-dire au summum de leur carrière. Alors là, je fais une petite parenthèse par rapport à tout ce qui est profession libérale. Alors je ne sais pas si tu as lu un bouquin de Robert Kiyosaki, donc son premier bouquin, je crois que c'était Père riche, Père pauvre, mais après en fait il a sorti un nouveau bouquin où c'était, je crois qu'il l'a appelé le cadran du cash flow. Et dans le cadran du cash flow, en fait, il prend 4 types de population, donc l'employé, le libéral, l'investisseur et je crois que c'est l'entrepreneur. Et en fait, lui ce qu'il dit, c'est que dans la vie, il faut absolument être dans les cadrans type investisseur et entrepreneur, donc investisseur, actionnaire et entrepreneur, et c'est là que tu seras le plus sécure dans ta vie. Et en fait, il dit que l'une des professions, on va dire les plus, on va dire à risque, c'est les libéraux. Pourquoi ? Parce que ils échangent leur temps contre l'argent et en fait, beaucoup de leur argent passe dans les impôts en fait. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec un médecin généraliste qui faisait des heures de fou, et quand je discutais avec lui et je lui disais alors je crois que ça faisait plus de 30 ans de métier qu'il avait. Et je lui disais alors comment ça marche, quel investissement, etc. il avait fait. En fait, il me disait qu'il avait juste une résidence principale, sa voiture et une résidence secondaire. Et que tout le reste passait en impôts et qu'en général, voilà, ils optimisent mal. Moi, de ce que j'observe, c'est que les libéraux avec qui je discute, ils optimisent mal la partie financière. Donc ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, ils passent trop de temps à échanger leur temps contre une rémunération qui passe en fait à la fin du mois en impôts et du coup il n'y a pas d'optimisation fiscale, etc. Du coup c'est mal géré, donc on va dire il y a beaucoup d'améliorations à faire dans l'optimisation et donc des libéraux. Et là justement on passe sur un autre je pense libéral parce que c'est un avocat, donc un profil qui correspond à celui de Romain. Donc Romain, je pense que le vrai nom a été changé. Je pense que voilà, avocat parisien d'une 40aine d'années, lui aussi a bien failli tomber dans la spirale du surendettement en raison de son train de vie. Donc j'ai fait un métier où on gagne beaucoup, mais dans lequel on doit également dépenser beaucoup pour assurer un certain prestige. Donc certains prestiges, standing, donc voilà, ils vont acheter des voitures, des montres, ils vont louer des bureaux dans des gros quartiers où ça coûte cher, etc. Et là l'idée c'est d'impressionner, on va dire, la galerie pour attirer des clients. Donc l'avocat ne nie pas qu'il s'agit d'une consommation purement ostentatoire, donc au moins il l'a en tête. Appartements loués dans les beaux quartiers de la capitale, tables étoilées, vacances luxueuses et costumes griffés, mais quelque part nécessaire quand on fait un métier où les dépenses professionnelles et personnelles se mélangent souvent, justifie-t-il. Donc c'est vrai que les avocats, souvent ils sont en mode note de frais, etc. et c'est leur propre cabinet, donc ils peuvent mixer tout ça. Sa situation financière a commencé à basculer lorsqu'il s'est séparé de son épouse avec laquelle il avait un enfant. Donc la circonstance, on va dire, atténuante ou peut-être aggravante, c'est que je pense après sa séparation, il a peut-être eu à dépenser une pension alimentaire. Et du coup, la pension alimentaire a fait que en fait, ça a un peu impacté ses finances et que chaque mois, en fait, il devait donner une pension dont l'objectif était de permettre à son ex-femme de maintenir son niveau de vie. Donc s'il avait un gros appart à l'époque, peut-être qu'elle est repartie dans un autre appart, lui devait payer un loyer, etc. Donc ça, effectivement, ça a pu le mettre en difficulté. Donc ce qu'il dit, j'ai continué avec le même train de vie sans me soucier de ce qui allait arriver. J'ai pu sans difficulté souscrire de nouveaux crédits. Je n'avais pas anticipé le coût du divorce. Donc voilà, de la pension alimentaire et de toutes les autres dépenses imprévues. Alors qu'il connaissait ses premiers découverts importants, une embellie professionnelle est venue le tirer d'affaire. Sans cela, j'aurais pu plonger. Désormais, je fais 1000. Désormais, je fais 1000 fois plus attention à mes dépenses, à ce que je vais payer de charges d'impôts. C'est un comportement qu'il faut adopter même quand on gagne beaucoup d'argent. Donc là, en fait, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a une évolution professionnelle ou une opportunité professionnelle qui a fait qu'il a eu un gap positif de rémunération. Du coup, ça lui a permis en fait de sortir de la tête de l'eau et de surfer au-dessus de ce problème. Par contre, dans le cas, on va dire, un peu plus extrême,
si il aurait, je sais pas, s'il avait perdu son emploi, etc., en fait, il aurait complètement sombré. Donc ça, en fait, c'est un danger, effectivement. Et là, bon, après, il parle de tout ce qui est danger de facilité de paiement. Donc le fait de payer en plusieurs fois voilà, un montant, ils disent que c'est un danger. Mais bon, moi j'ai envie de dire, quand on optimise le paiement en plusieurs fois à 0% sans frais, en fait, qu'on a une rentabilité sur la facilité de paiement qui est prise, on peut générer du cash flow et on peut s'enrichir par rapport à ça. Donc j'ai envie de dire, effectivement, quand on n'a pas de formation par rapport aux facilités de paiement ou au crédit, bah, les gens vont dire oui, le crédit, ça peut être usant, ça fait perdre de l'argent à ceux qui prennent, on va dire, les crédits. Mais quand les crédits sont pris de la bonne façon, et même les facilités de paiement, quand ils sont utilisés de la bonne manière, ça peut être une source d'enrichissement, on va dire, extrême. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Donc là, on est dans des cas où donc les deux personnes, le point commun, c'est que c'est des personnes qui sont divorcées. Donc là, Anne, alors je ne sais pas si elle touchait une pension alimentaire ou pas, mais Romain a dû payer une pension alimentaire. Donc les deux personnes étaient divorcées. Ils ont eu voilà, un imprévu de la vie, c'est-à-dire une rupture qui leur a peut-être coûté de l'argent. Et à la fin, bon, de ce que je vois, c'est qu'ils sont quand même bien sortis. Mais le point commun également, c'est qu'ils ont dépensé de l'argent dans des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui les a mis en risque à un moment donné. Donc encore une fois, je réitère, toujours investir dans des actifs, vivre en dessous de ses moyens et toujours essayer d'épargner dans des actifs et d'avoir un fonds de sécurité disponible, liquide, c'est-à-dire si tu investis dans des ETF, tu vends, au moins tu as l'argent qui peut te permettre de subvenir à une urgence médicale, perte d'emploi, etc. Et au moins tu ne seras pas en stress. Et bien entendu tout ça, alors tout ce qu'ils disent, moi je les ai déjà expliqués dans une vidéo que j'avais appelée comment gérer un compte bancaire, et je mettrai le lien à la fin de cette vidéo, et je t'invite à regarder cette vidéo parce que je donne des conseils qui sont extrêmement intéressants et qui pourront t'aider à subvenir à ces problèmes en fait. Et bien entendu, je t'encourage à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire si tu en as, parce que j'ai pris pas mal de risques pour cette vidéo, et à la fin j'essaierai de mettre en fait l'échange que j'avais eu avec les policiers quand ils m'ont dit de couper la caméra. Et j'avais le micro qui enregistrait, donc je vais essayer de mettre ça à la vidéo à la fin. Et je te dis merci, et je te donne également rendez-vous dans la prochaine vidéo où qu'est-ce que je ferai? Je passerai un peu de temps à faire une visite de cet hôtel où je suis, donc Four Seasons 5 étoiles. Je passerai un peu de temps à visiter tout ça, visite exclusive, j'ai visité une suite présidentielle, ambassadeur, etc. Donc je mettrai tout ça dans les 2 prochaines vidéos, et je te dis à la prochaine.